Haïti, l'un des rares pays à avoir accepté pleinement le vaudou. Donc, pour comprendre l'histoire de l'Amérique dans son entièreté, il faut tout d'abord comprendre l'histoire d'Haïti. Le vaudou est une spiritualité, une philosophie qui se veut beaucoup plus un savoir conçu et non une croyance reçue. Parce que ce que vous croyez, Guy, ça vient d'autrui. Ce que vous savez, ça vient de vous. Le vaudou ne peut pas être une religion parce que le vaudou n'est pas un mensonge. Parce que le mensonge est un vecteur pour attirer la foule. Le vaudou fait peur, tout simplement. Et on a peur de quoi? De ce qu'on ne comprend pas. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Marc Ringo Gervais. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que nous avions reçu Marc Ringo Gervais la dernière fois pour parler de son livre L'âme haïtienne, le cœur guyanais, où nous avons exploré les liens entre la Guyane et Haïti, et nous avons parlé aussi de l'héritage taïno dans la culture haïtienne. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Marc Ringo Gervais pour un nouveau livre. Ça s'appelle Chaîne brisée, liberté retrouvée. L'auteur nous fait balader vraiment à travers l'histoire de la révolution haïtienne, mais également le vaudou. Comme il l'a dit lui-même, cette liberté est nourrie à la fois par la révolte portée par une spiritualité qui est la spiritualité vaudou. Donc Marc Ringo Gervais explore ce qu'il entend, c'est qu'il dit que les chaînes ont tenté de détruire, c'est-à-dire l'identité haïtienne, l'identité de ces personnes mises en esclavage, déportées d'Afrique, etc. À travers cet ouvrage, nous allons parler de cette question-là. Nous allons parler et pas uniquement du vaudou, mais également, des aspects peut-être méconnus de l'histoire haïtienne, et également un petit peu, vous allez voir, de la République dominicaine, des liens profonds entre Haïti et la République dominicaine, des liens que vous n'avez pas soupçonnés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer d'abord mon invité. Bonsoir Marc Ringo Gervais. Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices d'Haïti Inter. Et je suis très flatté d'être là. Merci encore de l'invitation. Très bien, effectivement. Donc ça, c'est la deuxième fois. Je pense que aujourd'hui, maintenant, vous êtes beaucoup plus à l'aise. C'est un immense plaisir de renouveler cette expérience. Et surtout, pour parler un petit peu de Chaîne brisée, liberté retrouvée, c'est avant tout une façon de rendre hommage au combat d'Haïti, terre de liberté, berceau de liberté et de dignité pour les peuples opprimés. Donc, je le dois à Haïti. Très bien, nous allons parler de tout ça. Mais je l'ai dit en introduction que ce livre d'abord, rend hommage d'abord à cette spiritualité qui a porté la liberté haïtienne, à savoir le vaudou. Donc on va commencer par le vaudou. C'est vrai que votre livre aborde pas mal de questions à propos du vaudou, de ce culte. Exact. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, évidemment, la question qu'on voudrait savoir, comment vous définissez le vaudou, qu'est-ce qu'on entend par vaudou dans votre conception, c'est-à-dire que c'est quoi la définition du vaudou pour vous, alors tel que vous l'avez défini dans le livre? Ouais, bon, juste avant de répondre à la question, et j'aimerais avant tout faire le point sur ce que représente Haïti. Haïti est avant tout la porte d'entrée du continent américain, entre les deux continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est aussi le point de départ de la colonisation européenne dans le Nouveau Monde. C'est cette terre, c'est sur ce sol que les Espagnols ont établi leur première implantation, si bien que le système capitaliste doit beaucoup à Haïti pour son essor initial. Et c'est en Haïti qu'a eu lieu les premiers mélanges culturels et raciaux. Et c'est en Haïti également que se sont levées les premières résistances, celles des Amérindiens, incarnées par un nom,
un Caribéen dénommé Kaonabo, depuis son cacica Mayaguana, pardon. Mayaguana. Non Maguana, Mayaguana. Haïti, c'est aussi la première qui a osé réclamer son autonomie, se battre pour sa liberté. Non seulement se battre pour sa liberté, elle symbolise la patrie de l'homme noir en Amérique. Haïti, c'est aussi terre de négritude par excellence. L'un des rares pays à avoir accepté pleinement le vaudou. Donc, pour comprendre l'histoire de l'Amérique dans son entièreté, il faut tout d'abord comprendre l'histoire d'Haïti, le vaudou. Très bien. Par définition. Le vaudou, par définition. Le vaudou, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce que pour comprendre quelque chose, Guy, il faut tout d'abord comprendre son contraire. Si vous ne comprenez pas le contraire d'une chose, vous pouvez prétendre la comprendre. Parce qu'il faut aussi comprendre ce que comprendre veut dire. Le vaudou, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas et qu'est-ce qu'il ne sera jamais. Loin d'être une religion, comme la majorité des gens de la planète le perçoivent et le conçoivent, le vaudou, plutôt c'est la grande question, je dirais, que tout le monde se pose à son sujet. Il est quoi? Pour une grande majorité d'individus, certes, c'est une religion. Je n'y crois pas. Pour d'autres, c'est une culture, une condition d'illotisme. Je n'y crois pas non plus. Et une grande majorité aussi, c'est une croyance méphistophélique, réservée plus particulièrement à certaines peuplades de l'Afrique de l'Ouest. Je ne partage pas cet avis. Mais fort heureusement, comme Guy, peut-être, je dirais, comme vous, c'est une philosophie, une spiritualité, ce à quoi j'adhère. Le vaudou est une spiritualité, une philosophie. Une philosophie qui se veut beaucoup plus un savoir conçu et non une croyance reçue. Parce que ce que vous croyez, Guy, ça vient d'autrui. Ce que vous savez, ça vient de vous. Très bien. Le savoir, c'est le saveur, c'est ce qui donne du goût à la vie. Parce que le mot savoir vient du latin sapide. Si c'est pas sapide, c'est insipide. Le vaudou donne du goût à la vie. Parce que le vaudou permet à l'humain de comprendre l'environnement qui l'entoure. Donc, en ce sens, le vaudou est aphorisme. Philosophiquement parlant, il est aphorisme, cognition, issue d'une réflexion, en réaction contre un subit, contre l'injustice. On peut prendre l'exemple, l'esclavage. Le vaudou a fait échouer l'esclavage. Parce que ce qu'on prime dans le vaudou, c'est la désobéissance, la capacité de dire non et non oui. Très bien. Cette réponse monosyllabique. Donc je pense que on va peut-être aller plus profondément sur l'origine du concept. Justement, on va creuser un peu plus. Alors, je rappelle tout de suite pour ceux qui nous écoutent là que Marc-Ngo Gervais n'est pas initié, en fait, à moins qu'il ait caché son jeu. Il n'est pas initié. C'est quelqu'un qui a plutôt fait des études d'histoire. Ouais. Je pense que son regard est plutôt celui d'un chercheur. D'un chercheur, effectivement, de quelqu'un qui s'intéresse à cette question-là. C'est pas un initié pour ceux qui se cherche aussi. Un chercheur d'avant tout qui se cherche. C'est ça. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est pas un initié, est-ce que c'est pas donc, comme dit Franck Etienne, qui se cherche et qui voyage. Mais qui voyage où? Comme dit Franck Etienne, qui voyage au fond de lui-même afin de se retrouver. Très bien. Alors, et c'est vrai que cette question est assez passionnante parce que le vaudou, vous venez de le dire, en somme, il a une philosophie aussi, il a on va dire un mode de vie. Tout à fait. Et tout ça. Alors, vous avez essayé dans votre livre, je trouve ça assez intéressant, d'essayer quand même de définir le vaudou par rapport à un système philosophique, par exemple, dans lequel vous essayez de conceptualiser le temps, par exemple, par rapport aux autres religions, etc. Exactement. Donc, le vaudou, philosophiquement, il libère
Il libère l'humain mentalement. Parce qu'il est axé sur la désobéissance, comme je disais tout à l'heure. Donc, la désobéissance, c'est la capacité de dire non à autrui et de dire oui à soi-même. C'est en ce sens. Parce que la base de toutes les croyances religieuses, c'est l'obéissance. Et la désobéissance, c'est le vecteur principal, crucial, qui conduit l'humain à sa liberté. Dès qu'on évoque le oui, il n'y a pas de questionnement. C'est le non qui amène le questionnement. Et l'enfant, dans la maison, l'enfant, dans les foyers, qui commence à grandir, qui commence à acquérir son autonomie, il commence à dire non à maman, il commence à dire non à papa. C'est une façon déjà de s'affirmer en tant qu'être humain pensant. Parce qu'on a la pensée comme capacité, on a la pensée comme activité. D'accord, on va revenir effectivement sur cet aspect-là, l'aspect de la désobéissance du vaudou, parce que vous montrez dans votre livre, effectivement, c'est, comment dire, l'indépendance haïtienne, effectivement, est assise vraiment sur cette capacité du vaudou. C'est consubstantiel. Voilà, si vous voulez, je dois aussi rappeler que de nombreux auteurs occidentaux ont tenté de définir le vaudou, d'en retracer l'origine de ce phénomène incompréhensible pour l'esprit occidental. Parmi eux, on peut citer par exemple l'abbé Domenech, on peut citer Alexandre Bonneau, donc cité dans le livre de Gustave Aimard, les pages 91-92. Il dit « La secte vaudou, elle fut, dit-on, introduite en Haïti. » Ok, là c'est Gustave Aimard qui parle, c'est pas Marc, c'est Gustave Aimard. Gustave Aimard, je reprends, Gustave Aimard, il dit « La secte vaudou, elle fut, dit-on, introduite en Haïti sans qu'il soit possible de préciser l'époque par les Aradas ou Ardra, les nations de la côte du Bénin, entre les cours inférieurs du Wellon, bon je ne sais pas si c'est Ouémé, mais il dit Wellon et le Doubs. Donc cette secte existe encore. Il continue, il dit, cette secte existe encore en Afrique, notamment chez les Aradas ou Ardra, les nations de la côte du Bénin et les peuples de Ouida. Et l'origine du vaudou, le mot également, subit des interprétations linguistiques, symboliques. Toujours Alexandre Bonneau, cité dans le livre de Gustave Aimard, il dit le mot vaudou, ça vient de terre. Ça veut dire terre, ça veut dire pays. Et le mot sau, S-A-U, veut dire serpent. De sorte que vaudou serait une corruption de sodou, qui signifie serpent du pays, serpent natal. Il avance pour dire que cette définition est d'autant plus vraie car le culte du serpent est un des traits caractéristiques de la secte. Là, c'est dans le livre de Gustave Aimard intitulé Les Vaudous. V-A-U-D-O-U-X. Et plus tard, aujourd'hui, on le voit, Guy. Peut-être vous avez déjà reçu des gens qui parlent de vaudou ici, qui pataugent aujourd'hui dans ce combat sur la sémantique. Ils disent, ah non, il faut écrire vaudou, V-A-U-D-O-U. Il faut écrire vaudou, V-A-U-D-O-U. Ah non, c'est pas bien écrit. Tout ça. Mais il faut comprendre aussi, il faut tenir compte que le vaudou est ancré dans toutes les terres de la traite. Cela signifie qu'on peut trouver aujourd'hui, on peut voir, il y a des auteurs qui écrivent vaudou, V-A-U-D-O-U, V-O-U-D-O-U, V-O-U-D-O-U-N, V-O accent avec tilde en espagnol, D-U, et il y en a d'autres qui font vaudou, V-O-O-D-O, il y en a d'autres qui disent vaudou sinsin, mais tout simplement c'est autant de déclinaisons qui expliquent la diversité culturelle. Donc, la diversité culturelle et sur la façon plutôt d'écrire. Au Brésil, il y a d'autres noms. Attendez, parce que ça, c'est très important. Parce que cette bataille sémantique, vous êtes en train de nous dire, ça illustre effectivement la diversité. La diversité. Donc, on va revenir sur la, on va dire sur la sémantique. Mais d'abord, vous dites que vous ne croyez pas que le vaudou, effectivement, soit originaire de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, c'est ça.
Alors, donc pour vous, effectivement, le vaudou est multiple, et pluriel, viendrait de plusieurs régions de l'Afrique. Ça, expliquez-nous un peu. Pourquoi? Mais la grande question, pourquoi le vaudou existe? Quelle est la causalité du vaudou? La causalité du vaudou, c'est l'humain. Et l'humain fait partie de la nature. Donc, le vaudou, il a pour berceau connu le Bénin. D'accord? Parce que le vaudou commence à évoluer, à faire ses preuves au Bénin. Mais le vaudou, tout simplement, le berceau du vaudou, plus précisément, c'est la terre. Les cultes de Déméter en Europe, c'est le vaudou transpire dedans. Il y en a pas mal de cultes où le vaudou y est. Le vaudou, c'est quoi? C'est la capacité d'apprivoiser aussi l'énergie. L'être humain est l'énergie. Le vaudou, c'est une spiritualité du mouvement, de la transformation continue. C'est comme si l'univers est en train de respirer au rythme d'un devenir sans fin. Rien n'est figé ni définitif dans le vaudou. Il y a des états transitoires. C'est la raison pour laquelle c'est l'une des philosophies qui définit tous les aspects de la vie, tant dans sa positivité, tant dans sa négativité. C'est la philosophie du vrai et du faux, du bien et du mal, du supposé, de l'altéré. Le vaudou ne conçoit pas l'humain, la vie, la mort comme une ambiguïté. Non. D'ailleurs, la vie, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? C'est un temps accordé, une durée. Une durée. Compris entre la naissance et le décès. Et le vaudou permet à l'humain de surmonter les exigences quotidiennes, les subies de la vie. Parce que la vie n'est pas une garantie. C'est une hypothèque. La vie est un mensonge, Guy. Très bien. La mort, par contre, c'est une vérité. C'est une vérité absolue. D'accord. Alors, c'est très bien, effectivement. Donc, je comprends, je situe à peu près votre, comment dire, votre manière de voir la chose. Donc, on ne peut pas, comme on va dire, le vaudou, le situer vraiment, on va dire, dans une région, en fait, on va dire, dans une région bien spécifique en disant de façon absolue, etc., le vaudou. C'est-à-dire que le vaudou, effectivement, est originaire de l'Afrique, on peut le dire de façon globale, mais pas, on ne peut pas dire que le vaudou viendrait uniquement de l'Afrique de l'Ouest, etc. Bon. Il a précédé toutes les religions. Il a précédé toutes les religions. Donc, ensuite, le vaudou, c'est la raison pour laquelle je disais c'est le berceau connu. Le berceau connu. C'est le berceau que l'être humain. Ok. Ouais, exemple, l'Afrique, c'est le berceau connu de l'humain. Pourquoi? Parce que c'est là l'être humain commence à évoluer en premier. C'est ça? D'accord. Alors, une dernière question sur l'aspect sémantique. Est-ce que vous pensez que c'est une, comment dire, on a le droit d'écrire le mot vaudou comme on veut, ou bien est-ce que c'est important vraiment qu'il y ait parfois une guerre sémantique sur la façon d'écrire le vaudou? Parce que, évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens on va dire, qui sont très influencés par l'indigénisme haïtien, qui veulent, tout ramener à une question d'identité et vraiment écrire les mots vraiment créoles haïtiens, entre guillemets. Vous pensez que c'est important pour nous? Rester fidèle à son identité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand même aussi, il faut comprendre quand le monde change, l'éducation change aussi. L'instruction change et il y a des considérations à faire, il y a des nuances. On ne peut pas avoir une vision extrême des choses. Voir une culture extrême, il y a des nuances dans la vie. Il faut nuancer les choses. Un Brésilien qui va parler de vaudou, il ne va pas écrire vaudou. Il va écrire candomblé. Il écrit quoi? Candomblé ou macumba. Ok. Si on est au Trinidad, on va parler de Chango culte. C'est ça en fait. Donc c'est en fonction, il y a autant de déclinaisons qui expliquent le voyage du vaudou et les terres coloniales qu'il a habitées, comment les gens l'avaient défini autrefois. Donc il doit y avoir, je dirais, une liberté aussi d'expression. C'est vrai, il faut distinguer les choses. Il n'y a pas plusieurs vaudous, comme plus d'un certains auteurs veulent expliquer. Oui, plusieurs vaudous, le vaudou haïtien, le vaudou ça, le vaudou... Non. Le vaudou est indivisible.
Le vaudou n'est pas divisé. Le vaudou est le vaudou. Mais il y a des nuances dans la façon de pratiquer, il y a des nuances dans la façon d'exercer, de comprendre, de performer. Le vaudou a performé en Haïti suivant les subis que les Aradas qui ont réconfiguré le vaudou en Haïti avaient rencontré. Les Aradas, vous le savez, toutes ces ouvertures. C'est ça. Est issu de cette tribu, de cette tribu africaine, les Aradas. C'était des experts en agriculture. C'était des experts en agriculture, c'est sûr. À l'époque, il n'y avait pas de cousins Zaka à leur époque. Parce qu'ils travaillaient une terre qui ne leur appartenait pas. Quand on travaille une terre qui ne vous appartient pas, cousin Zaka ne peut pas être là. Parce que c'était l'agriculture de la mort. Ce n'était pas l'agriculture de la vie. La canne à sucre. C'était ça pour les esclaves. Et cousin Zaka va retrouver sa splendeur, sa place après 1804. Au lendemain de 1804, quand on va manger notre soupe nationale, parce que c'était notre effort pour nous, quand on cultive la terre pour nous, pour le bien-être de soi et des autres, Cousin Zaka est présent. Oui, c'est vrai que c'est intéressant cet aspect-là, c'est que le vaudou n'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui est figé en fait. Non. Ça s'adapte et ça évolue. D'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être ce qu'on appelle le syncrétisme dans le vaudou, parce que le vaudou a dû vraiment traverser cette période coloniale pour s'adapter, pour faire semblant. D'où comment dire, on retrouve certains saints dans les rites vaudous, et les saints catholiques et tout ça. On va revenir sur cette question. On va revenir, exactement. Mais vous avez parlé de métamorphose tout à l'heure, ça m'a interpellé. Wow. Parce qu'effectivement, il y a un chant vaudou, ou bien un chant traditionnel qui est chanté par Toto Bicente que vous reprenez dans votre livre. Papa Loco, nous c'est vent, pour s'énaler, nous c'est papillon, napoté, nouvelle bayagoué. Agoué, c'est le patron des mers. C'est ça, l'esprit qui habite les océans, les mers. Tout ça. Donc, cette figure mémorielle, Toto Bicente, explique par cette chanson que le papillon, les papillons, généralement, ce sont des messagers de l'invisible. Donc, messagers de l'invisible, et qui transmet parfois, parce que le papillon dans la culture haïtienne ne vole jamais sans raison. Soit il porte un message positif ou négatif. Il est souvent accueilli par des libations, des parfums. Si les porteurs de bonne énergie, il reste. Sinon, il continue son chemin. C'est ça, en fait, ça explique pourquoi aussi cette symbolique du papillon est cruciale dans le vaudou pour expliquer les métamorphoses, pour expliquer que le monde est appelé à changer. L'humain aussi est appelé à changer, d'où l'évolution. La vie est mouvance, donc tout bouge, donc rien n'est statique. Le vaudou nous invite à comprendre qu'il y a des états transitoires, que la vie, ce sont des étapes successives, des passages. C'est la raison pour laquelle, en Haïti, les gens disent très souvent, pour la mort, pour dire que la personne est morte, il dit, il a traversé. Effectivement. Exactement. Ce sont des passages. Donc, le vaudou, par ainsi, conçoit, ou le vaudouiste, plus précisément, conçoit la vie comme une continuité philosophique. D'où l'aspect du temps. Le vaudouisme ne conçoit pas le temps dans une vision avec un regard anthropomorphique, mais plutôt comme un principe fondamental. Pour le vaudouisme, le temps est ubiquitaire, ce phénomène interplanétaire, antérieur à toute forme de vie. Même la création, dont on parle très souvent bibliquement, subit le temps. Parce qu'il faut, premier jour, telle chose a été créée, deuxième jour, telle chose a été créée, mais le vaudou ne conçoit pas le temps de manière, dans la vision, comme le conçoit, tel le conçoit la chrétienté. Oui, très bien. C'est vrai que je vous avais posé cette question tout à l'heure au sujet de la conception du temps dans le vaudou, effectivement, qui diffère, surtout des religions monothéistes. Alors, il y a aussi, ça me rappelle, pendant que vous chantez cette chanson de
Toto Bicinte. Alors, je rappelle que cette chanson, c'est une chanson traditionnelle qui est reprise par Toto Bicinte. Oui. Et d'autres chanteurs haïtiens ont repris cette chanson aussi. Et qu'il y a aussi dans le protestantisme une chanson aussi. Alors, vous dites que cette chanson, c'est aussi une chanson qui est issue de la tradition vaudou. C'est une chanson protestante. Exactement. Vlopé marim. Oui, exact. Enterrim dans piétabla. C'est ça, c'est bien ça. Vlopé marim enterrim dans vienatla. Ah. Tant pour moi ta gen bel enterrement pour m'ta mourir sans Jésus, vlopé marim enterrim dans vienatla. Cette chanson, cette complainte paysanne, certes, elle est chantée, interprétée dans un registre chrétien, évangélique, mais le vaudou transpire profondément dans cette chanson. Alors, par rapport à Marim Vlopem Enterim dans Vienatla, la natte. Cette chanson, je rappelle, elle est chantée par Fleurina Clerget-Paul. Donc, en Haïti, on dit, la façon haïtienne de nommer la natte, c'est Atemio. Atemio, c'est la terre est meilleure. Ça explique une connexion avec le sol. L'interface entre les mondes et la natte, la Temio, est un outil de ritualité. De ritualité et d'initiation également. Surtout la natte grise. Parce que le latanier aussi a une importance symbolique et spirituelle pour les Haïtiens, dans la culture haïtienne. Donc, Marim, Enterim, Vlopem, Enterim dans Vienatla, ça rappelle aussi que les esclaves, autrefois, qui étaient morts sans recevoir le baptême d'eau, n'avaient pas droit aux sépultures comme on le faisait pour les maîtres. Ils étaient juste jetés à la fosse commune, des Croix des Bossales. Je pense qu'on aura le temps de faire le point dessus. Oui, justement. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, j'imagine que les chrétiens ne seront pas du tout d'accord avec cette explication. Bon, après tout... C'est l'histoire, voilà. C'est la réalité, ce sont des faits. Et là, on parle de la crudité des faits, avec toute la rationalité mathématique des faits. On pose le curseur sur la culture haïtienne, on voit que le vaudou transpire dans notre façon de parler. Sous manger l'argent Chango, il faut payer Chango. Ce sont des dolos, comme on dit en Guyane. Dolo pour dire proverbe. Je fais un petit coucou à la Guyane là. Donc, pour exprimer la responsabilité, la notion de responsabilité. Donc, sous manger l'argent Chango, il faut payer Chango. Donc, on retrouve également d'autres proverbes et une façon aussi de concevoir notre réalité, l'interprétation du danger, du malheur. Si je frappe, si par malheur je cogne mon pied gauche, je vais pas là, je dois changer le chemin, ou bien je ne sors pas par rapport à tel rêve. Quand on parle de rêve, c'est vrai que le vaudou ne met pas l'accent sur des manifestations oniriques, il se concentre surtout sur les besoins, les exigences cruciales de la vie, mais quand même l'aspect onirique aussi joue un rôle dans la culture pour permettre à l'haïtien d'interpréter le quotidien. Très bien, très bien, très bien. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien rester sur le vaudou, parler du syncrétisme et tout ça. Ça, c'est très passionnant. Vous parlez dans votre livre, effectivement, la beauté qui est dans les temples vaudous, par exemple, le syncrétisme entre Notre-Dame. Notre-Dame, exactement, de l'Assomption. Et Saint-Jacques. Et voilà, Saint-Jacques aussi, Notre-Dame, et qui est le pendant de Herzuli dans le vaudou. Dans le vaudou, etc. Effectivement. Et là, on n'aura pas le temps parce que sinon, le sujet est tellement passionnant qu'on ne va pas aborder d'autres sujets. Parce que je rappelle quand même que votre livre, c'est Chaînes brisées, liberté retrouvée. Et vous dites qu'effectivement, cette liberté est soutenue par cette croyance qu'on a voulu et vraiment, éradiquer. C'est-à-dire le vaudou. Donc c'était important qu'on aborde dans un premier temps le vaudou. Mais peut-être qu'on va y revenir. Mais là, il y a quelque chose qui est important. Là, on rentre vraiment
plein fouet dans l'aspect vraiment, dans la révolution, on va dire, dans les luttes qu'on a menées. Exact. Pour l'indépendance de ce pays. Alors, vous dites que la bataille de Vertières, qui est une grande bataille qu'on célèbre, hein, qui est très célèbre, vous dites que c'est pas la bataille la plus importante de la révolution haïtienne. Non. Non. C'est l'histoire. C'est un savoir. Vous me permettez de la remettre en question? Allez-y. Ok. Je pense que les auditeurs aussi. Ok. Mais dans un premier temps, Napoléon Bonaparte, dans ses mémoires à Sainte-Hélène, aurait considéré que sa plus grande erreur fut d'avoir tenté de soumettre Haïti par la force des armes et qu'il aurait dû laisser Toussaint Louverture le gouverner. Effectivement, c'est le regret qu'il a eu à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène. Pendant son exil, effectivement. Exactement. Napoléon Bonaparte, c'est pas n'importe qui. Parce qu'on sait que Napoléon Bonaparte, pour recontextualiser, Napoléon Bonaparte, dans un premier temps, il voulait rétablir l'esclavage dans toutes les colonies françaises, notamment dans la Caraïbe. Il a monté une expédition. À la tête, on avait Charles Leclerc, son beau-frère, le beau-frère de Bonaparte. Il était le chef de l'expédition. Donc, après, on sait comment ça s'est passé. Échec de l'armée expéditionnaire. Eh bien, dans ses mémoires, à Sainte-Hélène, il a dit que sa plus grande erreur, c'est d'avoir tenté de soumettre Haïti par la force, de vouloir rétablir l'esclavage et de ne pas laisser Toussaint Louverture gouverner l'île. Cet aveu explicite clairement la portée, la pesanteur historique de cette bataille, la bataille de Ravina-Couleuvre, qui a eu lieu le 23 février 1802 et non 1803. Parce que la bataille de Vertières, c'est 1803. 1802. Certes qu'il y a eu beaucoup de batailles dans le passé, mais la bataille de la Ravina-Couleuvre, elle est cruciale, elle est déterminante pour l'affranchissement, par l'affranchissement plutôt pour la liberté, pour donner le vrai sens du mot, pour donner à la liberté sa vraie définition. C'était la bataille de Ravine à Couleuvre. Pourquoi? Parce que cette bataille, forgée dans l'insoumission du combat terrestre, ainsi que dans les forces invisibles. Puisque selon plus d'un, la Ravine à Couleuvre est un carrefour mystique connecté avec plusieurs portails spirituels de haute importance en Haïti. Dans un premier temps, portail Guêpe Saint-Marc, portail Saint-Joseph Croix-des-Bossales, fosse commune, où l'on jetait les esclaves, qui étaient morts, je le rappelle, sans avoir reçu le baptême d'eau. Parce que la colonisation à ces domaines n'était pas essentiellement conquête militaire. Il y avait aussi les jésuites, que j'appelle les premiers anthropologues de la colonie, qui essaient de transformer, qui faisaient un travail psychologique sur les esclaves, déjà. Donc, pour revenir rapidement sur Ravina-Couleuvre, les portails mystiques, je disais dans un premier temps, portail Guêpe Saint-Marc, portail Saint-Joseph Croix-des-Bossales, portail Léogane, formant un réseau énergétique dont le cœur serait martissant. Ça vous parle puisque c'est d'actualité. Ça vous parle. Donc, puisque le cœur même de ces portails serait martissant. En ce sens, il y a beaucoup de révélations historiques par rapport sur tous ces portails mystiques, tout ça, parce que ça fait partie aussi de l'imaginaire collectif haïtien. Ça donne du sens, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire c'est un mythe, mais je rappelle que les mythes font partie de l'histoire de l'être humain. Très bien. De toute façon, les légendes ont été... ouais, parce que très souvent on parle de... Oui, légende d'Homère. Légende, c'est le mot espagnol leyenda. Leyenda, c'est-à-dire c'est ce qui est destiné, ce qui a été écrit pour enseigner. Et que ça ne veut pas dire aussi que c'est ni vrai ni faux. C'est une tentative d'explication des choses. Donc, en ce sens, autour de cette bataille Ravina-Couleuvre, qui est souvent reléguée à l'arrière-plan, par quoi? Par le faste commémoratif de Vertières, qui est tout simplement la bataille qui met fin à l'hostilité entre les troupes napoléoniennes
et l'armée indigène. C'est ça, Vertières. Donc, cette grande bataille. Pourquoi aussi la bataille de la Ravina-Couleuvre a une portée plus grande, plus universelle même pour l'histoire d'Haïti? C'est le fait que les meilleurs soldats de l'armée napoléonienne sont morts en Haïti. Et c'était à cette bataille à ce moment-là. 1802, Charles Leclerc, beau-frère de Bonaparte, il est mort à Saint-Domingue, actuel Haïti. Jean-Denis Ledoyen, mort à Saint-Domingue. De grands soldats. Guillaume René, mort à Saint-Domingue. François Vatrine, mort à Saint-Domingue. Ladislas Jablonovski, camarade de classe de Napoléon, et aussi général polonais de l'armée française, mort à Saint-Domingue, plus précisément à Jérémie. Les meilleurs soldats. Donc c'est dans la bataille de Ravina-Couleuvre que l'armée de Napoléon a été décimée. Bataille de Vertières, c'était comme on dit, c'était la gnognotte quelque part. Tout simplement, comme c'est la bataille qui a mis fin à l'hostilité, eh bien, et donc c'est la fin. Tout simplement, on pose tout simplement l'aspect spectacle folklorique quelque part, hein, entre guillemets. Je n'ai rien contre la bataille de Vertières. Au contraire, j'apprécie énormément en tant qu'haïtien, pas en tant qu'auteur. En tant qu'auteur, parce que l'auteur, il faut avoir aussi l'équilibre. En tant qu'haïtien, les prouesses historiques de François Capois, beaucoup. Mais cette bataille-là, elle est tellement vraie. Il y a des controverses autour des chiffres. L'armée française, pour les Français, c'est 2000 hommes. Pour l'armée française, 1500, 1600 pour Toussaint Louverture ou 5000. Toussaint Louverture aurait disposé 5000, entre 1600 et 5000 face à l'armée française qui avait 2000. Encore, il y a des doutes. Plus tard, il y a d'autres auteurs qui disent que Charles Leclerc aurait disposé 5000 hommes et que Toussaint Louverture aurait disposé quasiment les mêmes nombres. Et dans les mémoires de Toussaint Louverture au Fort de Joux, il eut à dire qu'il avait en sa compagnie 300 cavaliers de sa garde, 300 cavaliers, et 60 paysans, 60 cultivateurs comme ça. Donc 360 contre 2000 à l'époque. Si on donne crédit à la déclaration de Toussaint Louverture. Donc c'est une bataille où on n'a pas encore... C'est normal aussi que cette bataille ne soit pas si étudiée, si analysée que Vertières. Mais en fait, comment je dirais, il y a une manifestation spectaculaire autour de Vertières. Alors que cette bataille de Ravina-Couleuvre, on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé dans ce lieu. C'est vrai que c'est peut-être aussi parce que Vertières, c'est la dernière bataille. C'est la dernière bataille, exactement. C'est ce qui est retenu. C'est la célébration. Voilà, on est happé en ce moment-là par la célébration parce que c'est la capitulation où Rochambeau a donné tout simplement, après la poudre d'escampette. Ok, donc c'est le moment de la réjouissance. Donc c'est normal. C'est la raison pour laquelle que je disais dans mes propos précédents que le faste commémoratif de Vertières obstrue la portée, la grandeur de la bataille de Ravina-Couleuvre. Parce que l'une des plus puissantes armées, pour ne pas dire la plus puissante armée de l'époque, a été déroutée, totalement décimée à Ravina-Couleuvre. C'est là. Très bien. Donc les plus grands, les grosses têtes qui sont gravées actuellement sur le panthéon militaire français, ils ont perdu leur vie à Saint-Domingue en Haïti à l'issue de cette bataille. D'accord. Alors, c'est vrai que vous parlez tout à l'heure des portails, fait qu'ils sont aussi des portails mystiques. Vous dites ça. Alors, ça m'a interpellé parce que il y a aussi, vous savez, il y a des lieux comme ça de pèlerinage en Haïti et on retient quelques-uns. Hein. Par exemple, il y a Sodo qui est célèbre. Oui, c'est très célèbre. Et vous mentionnez aussi, ça m'a fait penser à ça, Souzadette. Sodo était lié, plus précisément, à Anacaona.
Anacaona, bon, c'est vrai, il y a toute une inventivité espagnole autour d'Anacaona. Je crois que dans l'historiographie espagnole, son nom veut dire fleur d'or. Elle faisait ses pèlerinages à Sodo avant. Elle était la chef de la tribu Zaragua. La tribu Zaragua, c'était la plus grande, bon, le plus grand cacica. Parce que n'oubliez pas, Haïti, durant son histoire, a connu toutes les formes de gouvernement, Guy. Toutes les formes de gouvernement. Premièrement, je ne sais pas si vous savez la première forme de gouvernement qu'Haïti a connue. Le cacica. Le cacica, l'empire dessalinien. Parce que Dessalines était empereur. Empereur veut dire celui qui dirige deux ou plusieurs territoires. Parce que rien ne dit que Turc, Nkaï, Corse et autres, la Dominique ne faisaient pas partie de l'empire de Dessalines à l'époque, de Jean-Jacques. Parce que moi j'aime dire Jean-Jacques, pas tellement Dessalines. Bon, il y en a des questions, peut-être qui vont... non, pas vous. Pas vous plutôt, les internautes, parce que Jean-Jacques, c'est très important. Je pense qu'on aura l'occasion de développer ça un jour parce que c'est le nom, c'est comme ça qu'on continue à le nommer, à écrire son nom Dessalines, alors que ce n'est pas Dessalines. Pour lui, c'est Jacques Ier, dans un premier temps. Jean-Jacques, parce que je pense que durant toute sa vie, il a essayé de gommer quelque part Dessalines, puisque pour lui, c'était un nom subi. C'était un nom subi, Dessalines. Donc je laisse Dessalines un petit peu de côté. Et rapidement, pour revenir sur les questions, sur les lieux de pèlerinage. Et on a parlé de Sodo, je disais que c'était le lieu de pèlerinage par excellence de la reine Anacaona, la femme de Caonabo. Et il y a eu aussi Souzabet. Il y a l'image de Souzabet dans le livre Chêne brisée, parce qu'on commence par ça, parce que le vaudou est avant tout terre et eau. Terre, l'eau, feu. Donc je commence par ça. Les matrices de la vie. De quoi vivons-nous, Guy? Nous vivons entre la faim et la soif. L'être humain vit entre la faim et la soif. Qu'est-ce qui nous donne à manger? La terre. La terre, oui. L'eau. Et le vaudou, à part d'être une philosophie de défense, c'est aussi une médecine axée sur le liquide de l'être humain. Le liquide. L'être humain est liquide. Liquide. Et le vaudou met l'accent sur le liquide de l'être humain. Avant tout. C'est une médecine, une philosophie, un savoir-faire. C'est la raison pour laquelle le pharmakos est très 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 important dans le vaudou. D'où l'acceptation symbolique du serpent dans le vaudou. Dit-on en Haïti, un serpent avec une feuille dans sa bouche est une médecine. Et regardez les pharmacies. La Klebsios. Donc, le pharmacon, qu'est-ce que le pharmacon avant tout? Le pharmacon, parce que le pharmacon, c'est le même mot qui donne pharmacie. Ça veut dire ce qui peut guérir et ce qui peut empoisonner en même temps. C'est la raison pour laquelle je disais que le vaudou, c'était la philosophie du vrai et du faux, du bien et du mal. Les deux à la fois. Donc, le vaudou met l'accent sur la vertu curative des plantes. C'est la raison pour laquelle c'est une médecine. Donc c'est pour ça que les gens qui veulent, qui sont critiques envers le vaudou, par exemple, peuvent tirer de l'autre côté, en disant, vous voyez, effectivement, il y a moyen de faire du mal aussi, etc. Donc c'est parce que ces gens-là, ils gardent uniquement un seul aspect. Aussi. De quoi vit la chrétienté en Haïti? Du vaudou. La chrétienté met l'accent, la chrétienté, la façon d'exercer le christianisme en Haïti. S'il n'y a pas le vaudou, il n'y aura pas de chrétienté en Haïti. Que ce soit protestantisme et autres. Parce qu'il faut dénoncer, il faut décrier les diables raciaux. Les diables raciaux, pardon. Il faut décrier totalement. Et il faut dire non, il faut combattre ça. Ça, c'est le vaudou. Donc, le vaudou, c'est ce qui donne de la valeur à ce qu'on appelle la chrétienté en Haïti. Donc, c'est leur fonds de commerce. Ouais, ils sont nourris par ça, effectivement, par... Nous sommes l'un des rares peuples aussi
à ne pas comprendre l'aspect philosophique du vaudou. Si on avait, parce que le vaudou est tellement, à une telle profondeur qu'il se manifeste très souvent la nuit. Pas la journée. Pose la question pourquoi la nuit. La plupart des cérémonies se font la nuit. D'où la cérémonie du bois caïman et tout ça. Ils disent la nuit. Alors dites-nous. La nuit nous rapproche du vrai. Parce que ce que je vois n'est pas vrai. Le vrai ne se voit pas. Le vrai se conceptualise. Le vaudou ne peut pas être une religion parce que le vaudou n'est pas un mensonge. Parce que le mensonge est un vecteur pour attirer la foule, pour attirer la foule, la masse. La vérité fait fuir. La vérité fait fuir. Donc le vaudou ne peut pas être une religion, c'est pas un mensonge. C'est intéressant ça. Moi je n'ai pas peur d'avoir peur. Et le vaudou invite l'humain en général à ne pas avoir peur. Il invite l'humain à habiter ces métamorphoses, les changements. Il donne à l'humain aussi des outils conceptuels pour surmonter la peur, les subis de la vie. La mort, on subit la mort. On subit la vie également. Mais le vaudou donne des outils conceptuels pour pouvoir surmonter les affres de la vie. Donc, c'est une opportunité d'avoir le vaudou comme philosophie. Mais, si on ne comprend pas l'aspect philosophique du vaudou, on peut se tirer une balle dans les pieds. Et c'est ce qui se passe en Haïti. Tout d'abord, les Américains, quand ils ont vu la portée philosophique du vaudou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi des sommes faramineuses pour promouvoir l'évangélisation en Haïti. Je n'ai rien contre l'évangélisation. D'accord? Je ne suis pas en train de remettre en question l'évangélisation. Parce qu'il y a des gens avec leur foi, ils font de bonnes choses. Mais s'en prendre au vaudou n'est pas neutre. Pour monter, pour poser une réflexion antagonique contre le vaudou, il faut démontrer les choses. Il faut démontrer les choses. Il faut venir avec des arguments solides. Il faut passer les faits dans une grille d'analyse. Il faut apprendre à dialectiser. Ok, et supposons que le vaudou, c'est très sale, c'est pas bon. En tant qu'Haïtien, faites travailler votre ménage pour nettoyer, épurer le vaudou. Et si c'était pour le... supposons que le vaudou, c'était la philosophie en vigueur en Europe. Que se passerait-il? Parce que dans un premier temps, le vaudou fait peur. Parce que Haïti, matrice singulière de l'univers colonial européen, c'est sur son sol que le vaudou imposa, c'est sur son sol, dans un premier temps, que le vaudou s'impose à la conscience occidentale, jusqu'à bouleverser, jusqu'à en bouleverser les paradigmes religieux et politiques. C'est ça, le vaudou fait peur tout simplement. Et on a peur de quoi? De ce qu'on ne comprend pas. Vous n'avez pas compris. Dès qu'il y a l'incompréhension, il y a la peur. Et il y a l'incompréhension généralisée autour du vaudou. Dans un premier temps, c'est parce que le vaudou s'est élevé contre l'esclavage. Dans un deuxième temps, c'est parce qu'il vient de l'Afrique. Donc, d'ailleurs, comment le dictionnaire Littré définissait le vaudou? Dictionnaire Littré. Tu peux taper sur les moteurs de recherche. Définition du vaudou, dictionnaire Littré. Nom donné aux colonies, sorciers et empoisonneurs. La définition de Littré dans le dictionnaire de Littré du vaudou. Aujourd'hui, nous autres Haïtiens, intellectuels, penseurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons une culture des extrêmes. Aujourd'hui, le monde est en train de se caquiser. Je ne dis pas métisser. C'est vrai que j'ai fait un ouvrage intitulé Métissage, évolution sociale. Je parle de métissage au pluriel. Mais c'est une façon de dire que le monde est en train de se caquiser. Caquiser veut dire bouillir. Kaki, c'est un concept qu'on trouve dans l'Inde profonde, qui veut dire la couleur de la terre, la poussière.
c'est la couleur aussi. C'est la teinte des Amérindiens dans son premier temps. Les Espagnols l'ont appelé Pardo, Palda, Basané, ainsi de suite. Donc, c'est pas forcément le métissage pour vous, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas le métissage. Ok. C'est pas le métissage, c'est plus que le métissage. Barack Obama n'est pas noir. C'est une erreur monumentale quand j'entends, oui, Obama c'est le premier noir qui a accédé au pouvoir aux États-Unis. C'est une erreur monumentale, ça mérite une rectification. C'est pas normal. Obama c'est le premier kaki. Je dirais, hein. Moi, c'est le thème kaki. Le thème kaki aussi, pour recontextualiser, a été emprunté à l'Inde. Les Britanniques l'ont pris en Inde quand ils ont voulu intégrer d'autres nations dans leur armée. Donc, l'uniforme kaki faisait l'unanimité. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, un peu plus tard, ils vont essayer de... Ils reconnaissent la valeur du kakissage, déjà depuis longtemps. Ils voyaient dans le kakissage un malheur pour la civilisation occidentale. Donc, en ce sens, d'ailleurs, la devise des États-Unis, de pluris unum, de plusieurs font un. Quelle est la devise de l'Union européenne? L'unité dans la diversité, in varietate concordia. Quelle est la devise, quelle est la légende d'Haïti? La légende, c'est l'union fait la force. Donc, Haïti ne peut pas être assise quelque part. Parce que nous avons une légende fusionniste. Par rapport à notre voisin. C'est très intéressant ça. Alors, j'aimerais juste, après on va poursuivre, en fait, c'est quoi la différence que vous faites entre on va dire, ce concept de kaki et de métissage? Bon, la différence. Le métissage, avant tout, c'est l'aspect biologique, des parents, de mélange, comme ça. Le kakissage, avant tout, ne s'en tient pas compte à la couleur de peau, mais plutôt aux valeurs, à la capacité de l'être humain, à la possibilité que crée la diversité. Donc, autrefois, on pensait que être président aux États-Unis était strictement réservé aux Blancs. Mais le kakissage a fait mentir les racistes. D'accord. A fait mentir les racistes, donc Barack Obama est accédé au pouvoir. N'oubliez pas, en France, on a failli avoir Gaston Monnerville, le Guyanais, à la tête de la France. Il était kaki. À l'époque, c'est pour cette question de couleur de peau. Il était métis, certes, et que sur couleur de peau, il n'arrivait pas à être au pouvoir. Donc, il n'a pas pu accéder au pouvoir. On a fait 13 tours, une élection. Il y a eu 13 tours durant cette élection. Juste pourquoi? Pour empêcher Gaston Monnerville de diriger la France. Et le kakissage est présent en France. Et actuellement, l'île d'Haïti est en train de se kakiser. Alors, c'est vrai que le temps nous fait défaut. Maintenant, on ne peut pas finir cette interview sans parler de la République dominicaine. Parce que dans votre livre, effectivement, il y a toute une partie où vous parlez de la République dominicaine et vous montrez l'apport d'Haïti dans la construction de la nation dominicaine. Ça, c'est effectivement des choses qu'on entend très peu. Par exemple, le fondateur de la République dominicaine, Juan Pablo Duarte, on va dire qu'il a remercié Haïti d'avoir libéré la République dominicaine de l'esclavage. Racontez-nous ça, parce que c'est des histoires qu'on entend très peu. Oui, Juan Pablo Duarte est effectivement l'un des pères de la patrie de la République dominicaine. Parce que la République dominicaine a 3 pères de la patrie. Dans ce premier temps, Juan Pablo Duarte, il y a un autre métis, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est Ramon Matias Media. Mais l'un d'entre eux est noir. Mais ils ont mis tout d'abord en avant Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte était général de l'armée d'Haïti. Il était général de l'armée d'Haïti, Juan Pablo Duarte. Si bien qu'il y a une citation de Duarte très très interpellante. Il disait « J'admire le courage du peuple haïtien pour avoir aboli l'esclavage. » Juan Pablo Duarte. Donc, la République dominicaine actuelle, je dis bien la République dominicaine actuelle, très souvent on l'appelle Saint-Domingue, parce que au niveau de l'appellation de l'île d'Haïti, très souvent il y a encore un débat sur la façon d'appeler le continent, l'île d'Haïti. Tantôt Hispaniola, bon, les Américains privilégient le terme Hispaniola, mais l'île reste Haïti. C'était ça le nom
l'appellation amérindienne de l'île. Et non Quisqueya. Non Quisqueya. Il n'y a pas de Quisqueya pour l'île d'Haïti. Il n'y a pas de Quisqueya. L'île s'appelle Haïti. Haïti. Donc, en ce sens que celui qui a créé, qui a pacifié l'État dominicain, il est un petit-fils d'Haïtien. Son père est né au Cap-Haïtien. C'est un président de la République dominicaine. Il s'appelle Ulysse Hérault Lébert. C'est le fils d'Assa Lébert, Cap-Haïtien. Durant un siècle, la République dominicaine a eu pour dirigeants des Haïtiens, des petits-fils, plus précisément des petits-fils d'Haïtiens. Je cite Ulysse Hérault, Grégorio ou Grégoire Duperron, on dit Grégorio Duperron, parce qu'on a hispanisé leur nom. Exactement, ils ont hispanisé les noms. Grégoire Duperron. On a eu Raphaël, Léonidas, Trujillo, Molinet, Chevalier, Carrier. Ah ouais, effectivement. On a eu aussi... Ouais. Parce que celui-là, je crois que sa grand-mère était une Haïtienne. Exactement. Donc, quelque part, la République dominicaine, c'est une vengeance de l'élite kaki aussi, de l'île d'Haïti. Ils ont forgé la République dominicaine, pacifié la République dominicaine. Les infrastructures, c'est Ulysse Hérault. C'est Ulysse Hérault qui a posé les bases de cette société. Un peu plus tard, on a eu Joaquin Balaguer. Joaquin Balaguer aussi, il a des origines haïtiennes. Donc on a empêché à Peña Gómez d'arriver au pouvoir. Mais quand même, il joue un rôle incontournable dans l'histoire de l'actuelle République dominicaine. Ah, je rappelle juste Peña Gómez, c'était un homme politique dominicain d'origine haïtienne, qui était maire quand même de Santo Domingo. C'est un petit président. C'est ça. C'est un petit président. Et qui n'a jamais pu arriver au pouvoir parce qu'il était noir. Parce qu'il était noir. Parce qu'il était noir. Et qui a essayé de mettre les bâtons dans les roues. Qui a essayé de mettre les bâtons dans les roues de Francisco Peña Gómez. C'était un autre dominicain d'origine haïtienne. Joaquin Balaguer a des origines haïtiennes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions et parfois des propos désobligeants contre Haïti. Je dis quand même, il faut tout d'abord analyser l'histoire et on finira par comprendre qu'il ne peut pas y avoir de dominicanité sans haïtianité. Boyer, par la suite, après l'abolition de l'esclavage par Toussaint Louverture en 1801 dans la partie de l'Est, actuelle République dominicaine, en apportant les idéaux de liberté, il y a eu Boyer dans un second temps, en 1822, qui a planté l'arbre de la liberté en République dominicaine. Et la République dominicaine n'a pas obtenu son indépendance vis-à-vis d'Haïti. La République dominicaine a obtenu son indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Parce que la France, en 1809, certes, on se rappelle de cette fameuse traité de Bâle qui a concédé à la France, où l'Espagne avait concédé à la France des droits sur la partie de l'Est. Par la suite, en 1809, la France a de nouveau concédé ses droits à l'Espagne. L'Espagne qui se voyait menacée, il disait à tout moment qu'elle pouvait perdre les deux colonies qu'elle avait dans la Caraïbe, à savoir Porto Rico et Cuba. Il disait qu'il doit tout simplement remettre l'esclavage en République dominicaine. À côté de nous, à côté de cette République libre qui était en train de disséminer les idéaux de liberté dans toute la Caraïbe et qu'on appelait le péril noir. Le péril noir. Quand on commençait à disséminer les idéaux de liberté dans toute la Caraïbe, on disait que c'était le péril noir. Et si bien qu'on a eu cette devise fusionniste, la devise de la République dominicaine, c'est Dieu, patrie et quelque chose. Avec la Bible ouverte, dans les chapitres Jean 8, verset 44, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce que font les intellectuels dominicains, c'est à décrire, c'est à déplorer. Ils sont en train de faire un reformatage intellectuel, pas un formatage intellectuel, mais plutôt un matraquage mental pour les Dominicains, une façon à poser cette question d'altérité
de cette question de l'autre, l'haïtien, l'autre. Parce que très souvent, quand il y a des problèmes d'identité, il faut un rival. Donc le rival pour les Dominicains, c'est l'haïtien et c'est pas l'Espagne. Et il y a certains intellectuels dominicains, je ne vais pas citer leur nom, mais ils sont en train aussi de faire l'éloge de la colonisation espagnole. Ils parlent de pas mal de choses. Oui, l'Espagne a fait ça, l'Espagne a fait ça. Alors que Haïti, le premier hymne national de la République dominicaine, ça s'appelle Hymno de Capotillo. Premier pays qu'il remercie. C'est Haïti, effectivement. Vous en parlez dans votre livre. Oui, c'est Haïti. C'est Haïti. Donc, là, pourquoi ils sont en train de disséminer les graines d'une culture notoire dans ce pays? Alors que, très bientôt, le peso va disparaître, la goutte va disparaître, on aura un même passeport, parce qu'il y a une syncrétisation de l'espace. On va vers c'est un caquissage, comme je te disais tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un caquissage de l'île d'Haïti. On ne va pas tenir compte de la valeur culturelle de l'haïtien, de couleur de peau. Il y aura des haïtiens dans tous les domaines, dans toutes les hautes sphères de cette société. Parce que la République dominicaine, la France, un pays qui a une histoire millénaire, a accepté de perdre sa monnaie officielle, qui était le franc, au profit de l'euro, alors que ces petites îles-là, d'ailleurs l'île d'Haïti n'est pas la plus grande, Cuba ouais. est plus grande que l'île d'Haïti. Et nous avons deux monnaies sur l'île. Les Dominicains et les Haïtiens ont intérêt à repenser l'île d'Haïti. On ne peut pas... D'ailleurs, on fait la même erreur. Hein. On parle très souvent de l'histoire de la République d'Haïti et non l'histoire de l'île d'Haïti. Il y a l'histoire de l'île d'Haïti, il y a l'histoire de la République d'Haïti, il y a aussi l'histoire de la République dominicaine. Deux États. Nous avons créé deux États. Et pour la création de l'État dominicain, il a fallu copier les articles d'une constitution haïtienne pour constituer les institutions de la République dominicaine. 140 articles, Guy. Ah ouais. Donc, la République dominicaine, quelque part, au niveau étatique, je ne dis pas strict culturel, la République dominicaine, quelque part, est une version revue, corrigée d'Haïti. Mais c'est incroyable parce que, effectivement, Haïti, comme ça, qui est érigé en modèle au départ, comme vous dites, et qui maintenant, Haïti, c'est comment dire, c'est presque la ségrégation pour par rapport aux Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Comment on peut passer d'un modèle à la situation qu'on connaît aujourd'hui? C'est à partir de là que naît la négritude. C'est parce qu'à l'époque, les Dominicains faisaient la promotion de la blanchité, la blancura. Il y a un auteur dominicain qui dénonce ça. Un historien, l'un des plus grands historiens de la République dominicaine, Frank Moya Ponce, qui parle dans un ouvrage dont je ne me rappelle pas du titre, qui parle de la blancura. Et c'est à partir de cette question de blancura que va surgir la négritude. Et plus tard, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, ils vont dire Haïti, la terre où la négritude s'est mise debout pour la première fois. C'est la raison pour laquelle, dans mes propos préliminaires, je disais qu'Haïti est terre de négritude par excellence, alors que la République dominicaine est en train de nier les valeurs, l'apport de l'Afrique en République dominicaine. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une façon, c'est l'effacement de la mémoire de Sébastien Lemba, de tant d'autres Africains qui ont lutté pour la liberté. En Haïti, on parle très souvent de l'abolition de l'esclavage, mais on ne veut pas en parler en République dominicaine. On ne veut pas en parler, c'est comme s'il n'y avait pas eu l'esclavage en République dominicaine. C'est pas possible. Il faut remettre les pendules à l'heure, parce que sinon, ça va finir. L'île va imploser de manière très catastrophique. Catastrophique. On a 21 millions d'habitants sur l'île, donc il faut tout simplement poser une réflexion sur l'histoire de ces deux peuples. Vice-versa, parce que de notre côté aussi, très souvent on prétend que le Dominicain, quelque part, n'existe pas. Non, ce n'est pas une bonne idée. C'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à démontrer les liens qu'il y a eu entre la République dominicaine, les grands leaders
aussi, qui ont façonné, qui ont conçu la République dominicaine, ils sont d'origine avant tout haïtienne. Je ne parle même pas de matière haïtien là. Et le poète Vieux, tout ça, ok. Jacques Vieux, voilà, ainsi de suite. Hein. Je ne parle même pas de celui qui a révolutionné la bachata en République dominicaine. Je l'ai connu, il était mon voisin. Et comment il s'appelle? Il est mort récemment. Et Félix Koumbé. Je ne parle même pas de Félix Koumbé. Hein, bon, dans le livre, je parle de Félix Koumbé. Mais même les meilleures chansons de la République dominicaine, comme disait le poète dominicain Miguel Solano, ce sont des recompositions haïtiennes. L'un des meilleurs chanteurs de la République dominicaine, Juan Luis Guerra, ses meilleures chansons dérivent directement de Némon Jean-Baptiste. De Némon Jean-Baptiste. Bon, c'est dans le livre. Ouais, c'est vrai que Juan Luis Guerra, effectivement. D'ailleurs, il a même eu un procès avec comment dire, des ayants droit de Némon Jean-Baptiste. Je lui ont fait un procès. Exactement. Exactement. Donc, mais à part de ça, il y a des mots dans la langue dominicaine. Ce sont des mots d'origine africaine. D'ailleurs, mofungo, il y a des plats de la République dominicaine, par exemple. Même chez nous, on dit pois Congo. Quand on dit pois Congo, il y a le nom du pays derrière, hein, Congo. Le Guyanais dit pois d'Angole. Pois d'Angole, Angola, c'est toujours la même région. Banane, c'est d'origine aussi africaine. Quand on parle de banane, on dit en République dominicaine. D'ailleurs, la façon d'appeler la banane en République dominicaine se rapproche encore plus près de l'Afrique que nous. Guinéo. Guinée. Et banane mûre, ils disent Guinéo Maduro. D'accord? Plantain de Guinée, mûr. Mûr. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de termes, beaucoup de mots. Par exemple, on dit en République dominicaine la dingue. Un peu partout, on dit la dingue. La dingue aussi, c'est un mot d'origine africaine. Ndengue. Ignam, mot est toujours de l'Afrique. Ça vient de l'Afrique. Là, ici, on dit dégui. On dit encore dégui. Juste quand on veut un petit peu plus de quelque chose, on dit dégui. Même le mot Haïti, certes, c'est un mot d'origine arawak. Arawak. Mais, dans la résonance, pour un béninois, ça veut dire mater. Haï et puis ti. Tous les termes haïsans, ainsi de suite, que tu vas avoir, le palmis sur notre drapeau, et haïsan velekete, palmis là, la antenne, parce que dans la culture haïtienne, on dit que le palmis attire des ondes bienfaisantes. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, il y a eu l'inversion des symboles. Les couleurs du drapeau ont été inversées. Tout ça pour adapter, pour réconfigurer à l'identité africaine. C'est les couleurs du drapeau, c'est les couleurs d'Ogou, on le sait. D'ailleurs, quand on parle de cérémonie Bois-Caïman, il y a eu un cochon noir. Le cochon noir, c'était une offrande à Erzuli. À Erzuli d'Antor, parce que Erzuli d'Antor a une passion dévorante pour les côtelettes de porc. Vous voyez la profondeur. Ils ont inversé les symboles. Les côtelettes de porc pour Erzuli. Et le cochon aussi, c'est en opposition avec la colombe dans le christianisme. La colombe qui vole vers les cieux, qui regarde un Dieu lointain. Le cochon, regarde le sol. Le sol s'enracine dans le sol, attaché à la dignité humaine, la force de la terre. Très bien, très bien. Alors, symbole des tirelires, hein? Tout est bon dans le cochon. D'ailleurs, les Congolais ont inventé quoi en Haïti? Ils ont inventé le griot. Effectivement, c'est passionnant, Marc-Ngo Gervais. Alors, et le temps nous fait défaut, effectivement, ça fait un moment qu'on discute. On va devoir mettre fin à cette discussion passionnante. Alors, je compte sur vous pour continuer cette discussion dans les commentaires, parce que discuter avec Marc-Ngo Gervais, effectivement, c'est un régal, parce qu'on a parlé non seulement du vaudou, de la révolution haïtienne et aussi de la République dominicaine. C'est tout ça que vous pouvez trouver dans ce livre magnifique, Chaînes brisées, liberté retrouvée. Voilà. Et Guy, je remercie vos auditeurs et vos internautes aussi, parce que récemment j'ai eu
et à faire. Bon, il y avait un lapsus. Je disais que le plus ancien royaume d'Haïti portait le même nom que la plus haute montagne de Rio de Janeiro. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, 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 il y a une petite erreur, c'est Sao Paulo. Effectivement, je tenais à rectifier ça. Ce n'est pas Rio de Janeiro, merci, je ne me rappelle pas le nom, mais merci. C'est effectivement le plus ancien royaume d'Haïti, Jaragua, porte le même nom que la plus haute montagne de Sao Paulo. D'accord, merci beaucoup. C'est rectifié, c'est dit. Voilà, et merci Marc-Ingo Gervais. Voilà, je vous conseille vraiment ce livre, vraiment, est assez passionnant. Un livre d'histoire. Il y a beaucoup de réflexions, effectivement. Il y a aussi de la philosophie sur le vaudou. C'est assez intéressant. Merci Marc-Ingo Gervais d'être passé nous voir encore une deuxième fois. Hein. Et puis, cette fois-ci pour de bons retours en Guyane. Exactement, tout à fait. Parce que la Guyane est... Bon, c'est déjà en Guyane, hein, c'est déjà en Guyane, mais c'est pas encore dans les librairies, mais ça va se faire rapidement. Et puis très bientôt, peut-être on aura l'occasion de discuter de pas mal de choses sur notre cher Haïti. Peut-être, qui sait, la déporto-princisation d'Haïti. C'est ça. Haïti est totalement porto-princisé. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci. Merci à vous aussi, chers amis, d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre émission tout aussi passionnante. Au revoir.